Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Nous sommes à l'embouchure du Lima. Nous nous sommes installés sur le parking gratuit face au fleuve pour 2 jours. De là, nous voyons même le temple du Sacré-Cœur de Jésus perché au sommet de la colline de Santa Luzia. Mais pour aujourd'hui, nous allons visiter le navire hôpital qui se trouve à 2 pas d'ici. Nous n'avons qu'à remonter cette petite bande de terre entre le fleuve et le canal pour nous y rendre. Le Geolianis. C'est le nom d'un explorateur portugais du XVe siècle qui est devenu le premier Européen à naviguer au-delà du redoutable cap Bojador à 27 degrés de latitude nord et à revenir sain et sauf. Il a ainsi déclenché une nouvelle ère de découverte le long des côtes africaines et finalement au-delà. Ce bateau est un navire hôpital. Entre 1955 et 1973, ce bateau fut le navire amiral de la flotte blanche portugaise qui opérait la pêche à la morue dans les mers des Grands Bancs de Terre-Neuve et du Groenland. En tant que navire amiral de cette flotte blanche, et en plus de sa fonction principale de navire hôpital, il servait aussi d'autorité maritime, de navire postal, de remorqueur, de brise-glace et de navire de soutien général pour les navires de pêche portugais. Après son dernier voyage, en 1973, il a perdu ses fonctions, restant amarré et abandonné dans le port de Lisbonne pendant de nombreuses années. Il était destiné à être démoli. En 1997, l'historien et présentateur de télévision José Hermano Saraiva, parrain du dernier voyage du navire lorsqu'il était ambassadeur au Brésil, a lancé dans l'une de ses émissions télévisées d'histoire une campagne pour sauver le navire historique de la démolition qui devait avoir lieu quelques jours après. C'est ainsi que ce navire a été sauvé in extremis. En 1998, il a été restauré dans les chantiers navals de Viana do Castelo, avec le soutien de plusieurs institutions, entreprises privées et citoyens. Une partie du navire, la partie des anciens quartiers, a été transformée en auberge de jeunesse de 60 lits. Le reste du navire étant restauré, selon les caractéristiques d'origine, pour être un navire-musée. C'est ici, à Viana Castelo, que ce navire de 98 mètres de long fut construit et c'est ici que nous pouvons le visiter tel un musée vivant. Une bande-son de 1950. La technique se développe, l'homme s'installe, se protège, s'organise. Savez-vous par exemple que la loi exige alors un chirurgien pour un équipage de 30 pêcheurs? Vers 1830, quelques audacieux s'éloignent du bateau sur des barques pour tendre des lignes le kilomètre. Le temps des goélettes est venu, le temps drame est venu, qu'un romantisme trompeur a voulu teinter de poésie. Figure légendaire d'hommes qui n'ont pas le choix entre la prudence et la plus folle témérité. La morue, désormais, ne se pêche plus qu'en Doris, loin du bateau. C'est le froid, les embruns, les vagues, le poisson jusqu'aux genoux,
On danse comme des fous sur une coquille de noix dans des creux de 4 mètres. On dérive dans le courant, dans le vent. La brume se lève. Une simple rubrique dans les gazettes locales. Les dernières goélettes ont complètement disparu depuis la dernière guerre. Elles étaient superbes, dit-on, chargées de voiles. Mais un grand chalutier moderne, c'est aussi très beau. Pendant que le chalut repart en chasse, le travail du poisson commence. Ici, on ne conserve évidemment que la morue. Mais il y en a de toutes les tailles, des petites et des grosses, de 1 kg à 50, 60 et plus. Affûté comme un rasoir, le couteau du piqueur opère sans bavure, net, précis, rapide. La première fois, le spectacle vous chavire un peu, mais la fréquence industrielle du massacre a vite fait de vous aguerrir. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'à l'instant où on lui cloue la tête sur un croc d'acier, la morue asphyxiée a pratiquement cessé de vivre. Entraînés dans la gouttière par de l'eau courante, les tripes recèlent encore les foies. Ils sont traités à bord du bateau, donnant cette huile qui enchanta notre jeunesse, mais qu'on utilise aujourd'hui de façon plus agréable. Une nouvelle rangée d'hommes, les décolleurs, supprime les têtes réputées non comestibles. Les Terre-Neuvois, eux, sont amateurs de ce qu'ils nomment le tour de gueule, ainsi que des langues qu'ils empilent dans des tonneaux et vendent au retour. Petit bénéfice personnel. Jamais. Sur les bancs, on appelle ça la volaille, et on en mange. Ça remplace le poulet. La dernière opération, le tranchage, est aussi la plus délicate, la plus subtile. Légèrement incurvée, la lame du couteau s'insinue dans la chair, en sépare le nos, la colonne vertébrale, et la morue s'ouvre, se présente enfin telle que nous la connaissons. Spectacle de blancheur nacrée, de fraîcheur, d'appétissante propreté. La finition est confiée aux mousses, ultime toilette à grande eau. La cale, du sel par centaines de tonnes. La cale, cette grange immense qu'il faut emplir à bord. Des dizaines de milliers de morues rangées une à une, salées une à une, à petits coups de petites pelles, d'une incroyable précision. Ni trop ni trop peu, conservées sans brûler. Un chef saleur est un maître d'œuvre. Ici, rien n'a changé depuis des siècles. Les couteaux et les pelles, les mains, les visages, les hommes et la fatigue. La mécanique du geste, l'esprit du geste ont atteint le degré de perfection humainement possible. Les hommes savent bien que seul un avenir scientifique marquera la fin des traditions séculaires. Et en attendant, ils jettent un regard d'envie sur ces treuils, ces radars, ces sondeurs, tout l'appareillage du progrès. Le jour où, comme tout le monde, avec un œil de touriste, nous regardions notre navire au port, nous ne pensions qu'à la grande aventure, à la gigantesque croisière atlantique, à des images où le corsaire jouait les figures de proue. Aujourd'hui, après des semaines de navigation, nous nous sentons un peu comme à la campagne, comme dans une ferme où il ne manque que le chant du coq. Le cheval bateau tire à plein trait son chalut moissonneur dans les sillons de la mer, et le Terre-Neuvois est un paysan pour qui la terre est un peu plus basse, c'est tout. La mer est devenue pour nous un prolongement de la plaine normande ou bretonne.
un vaste champ que ratissent côte à côte des Français, des Portugais, des Italiens, des Soviétiques, des Canadiens. D'un près à l'autre, on se reconnaît, on se salue à la ronde, en voisins, en copains. Va-t-il pleuvoir ou grêler? La femme à Yvon qui est pas bien et c'est l'agent qui a eu un garçon. On se connaît tous, pensez donc. Tiens, celui-là, l'est de Fécamp, et celui-là, un Cancalais, il y a mon frère dessus. À Crémaudit Cancalais, va. Tous des bons gars, fort en gueule et pas méchants, solidaires devant cette garce de mer, devant le danger, le froid et la croûte qu'il faut gagner. De la morue, il n'y en a pas partout. Il faut la dénicher, la flairer. Et quand on est dessus, il ne faut pas la perdre. Ça, c'est l'affaire du capitaine. Toute une science faite d'expérience, de tradition, de proverbes et de oui-dire, de finesse et de bon sens, de ce qui s'apprend et du reste. Toutes les qualités du paysan mêlées à celles du navigateur, et quel navigateur! Le capitaine, c'est le tonton. Et quand il parle de l'équipage, de ces bonhommes, il ouvre un cœur grand comme ça. Et les bonhommes, c'est toute l'amitié du monde. C'est Maillard, le casse-cou, un ancien de la voile. C'est Jean-Claude Ridet, qui vient d'avoir 16 ans. Le plus jeune des mousses, encore un gosse, pas pour longtemps. C'est Joseph Thomas, le doyen, 50 ans, 34 ans de Terre-Neuve, trancheur émérite. Et tant d'autres dont il est permis d'oublier les noms, mais par les sourires, par les yeux, par la chaude présence. C'est aussi le cuistot et son mousse qui font le marché tous les matins. Pour l'armateur, on ne garde que la morue, mais pour la nourriture du bord, il y a là des espèces introuvables ailleurs. Du chat, du balai, du flétan, du caplan et d'étranges coquillages au parfum indien. On adore la morue, mais on en mange peu, ou des petites. La morue, c'est le pain qu'on gagne, c'est le salaire. L'art du cuistot ici consiste non seulement à satisfaire une clientèle qui a grand besoin d'entretenir ses forces, mais aussi à lui faire oublier que pour des semaines, elle ne connaîtra plus ni fruits, ni salades, ni fraîcheur autre que poissonnière. Et faire la cuisine en roulant bord sur bord d'une vague à l'autre, c'est une fameuse besogne. Pour aujourd'hui, ce sera du flétan roulis. Un petit tour d'horizon des morutiers que ce navire hôpital pouvait escorter. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands ont coulé des morutiers portugais. Les morutiers, pour être reconnus, pour marquer leur neutralité, ont été peints en blanc. C'est ainsi qu'ils ont pris le nom de flotte blanche. En 1957, le Portugal est le premier producteur mondial de morue salée séchée. Et le remaniement de l'organisation de la pêche à la morue, réalisé en 1934 alors que la population portugaise souffrait de la faim, a très bien fonctionné. Et ce poisson est devenu l'aliment national. Mais ce travail dans les eaux glaciales de Terre-Neuve était harassant et dangereux. Cette période de pêche à la morue en Terre-Neuve s'est terminée en 1974 et cela coïncide avec la chute de la dictature au Portugal. Aujourd'hui, 70% de la morue nous vient de Norvège
et les Portugais sont responsables de la consommation de 20% des prises mondiales. Les Portugais disent qu'il existe 365 façons de cuisiner la morue. Chacun sait que c'est le plat typiquement portugais.